Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier car on va parler de sport un peu et de business beaucoup. En effet, c'est le tout premier épisode de notre série spéciale mensuelle Les Extraterriens du business dans laquelle on part à la rencontre d'entrepreneurs passionnants qui entreprennent dans le monde du sport. Pour cet épisode, on n'est pas allé voir n'importe qui puisqu'on est allé voir Gilles, le fondateur de l'application Yes or No, qui a entrepris des dizaines de fois et qui est un grand passionné de sport, vous allez le découvrir dans l'épisode. Gilles, c'est un entrepreneur depuis tout jeune, puisque gamin, il vendait des croissants en porte-à-porte pour se faire un peu d'argent de poche. Et vous allez le voir, il a vécu des aventures exceptionnelles, notamment en montant une première société d'énergie drink, où il a presque lancé les To Be Free, jusqu'à son histoire maintenant, où il a dû avoir un agrément de jeu pour lancer l'application Yes or No. Il va nous raconter toutes ses galères. Vous allez le voir, on a beaucoup parlé de courage, de résilience, des valeurs qui résonnent vraiment avec le monde du sport. Gilles, il a un charisme de dingue, vous allez le voir, c'est un super bon orateur et il raconte des anecdotes qui sont pépites. Je tiens à vous le préciser, cet épisode est sponsorisé par Yes or No, l'application de Gilles, mais on ne les a pas choisis par hasard car on aime autant l'application que la personnalité de Gilles et on a pensé que ça ferait un super match pour vous. L'application, elle est sympa, elle est fun, elle est simple, elle permet de parier entre amis sans se prendre la tête et il n'y a pas de fonctionnalité compliquée. En plus de ça, l'application est engagée et lutte contre les addictions au jeu. Vous allez le voir, il y a plein de paris très drôles et dans plein de sports différents sur l'application. Pour découvrir, clique sur le lien en dessous dans la description. Un grand merci à eux de soutenir le média, c'est ce qui nous permet de grandir nous aussi. Je vous embête pas plus et je vous dis bon épisode. Eh ben salut Gilles. Salut. Comment vas-tu? Super, comme tous les jours. C'est vrai, mais c'est vrai que tu dégages toujours une énergie à chaque fois qu'on se vit au téléphone, toujours le smile, toujours happy d'être là, quoi, toujours content. On dit souvent que quand on est heureux professionnellement, tout va, et se lever le matin en se disant que la journée d'aujourd'hui va être meilleure que celle d'hier, c'est le rêve de beaucoup de gens. Et j'ai l'impression que je me crée mes rêves depuis une trentaine d'années, avec les difficultés qui vont également. Et que là, ce projet dont on va parler me permettra peut-être, comme le disait Jean-Jacques Goldman, d'aller au bout de mes rêves. Ok. Eh ben, génial. J'ai une belle référence musicale, en tout cas. J'aime beaucoup cette musique. Effectivement, aujourd'hui, on est là dans un épisode un petit peu spécial. Normalement, j'ai l'habitude de recevoir les grands champions et les grandes championnes. À ta place, il y a eu un nombre de médailles olympiques que même moi, j'ai pas retenu. On est pas loin de la centaine, il me semble. Aujourd'hui, on est là pour parler business, parce qu'effectivement, t'es en train de créer une application sportive qui est vraiment différenciante. Quand moi, j'ai vu votre projet, je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'aille les voir pour comprendre, décortiquer un petit peu ce marché-là et voir comment vous vous positionnez différemment. Mais avant ça, j'aime bien commencer par l'enfant, je te l'ai dit. Et il y a une première question que tous les grands champions et toutes les grandes championnes qui sont venus à ce micro ont dû répondre. C'est quel est ton premier souvenir de sport ? Ça, c'est une question hard. D'abord parce que je suis passionné de sport, j'ai beaucoup de souvenirs de sport. Maintenant, je peux aussi me dire que c'est pas quand j'étais très très jeune, je crois que ça remonte à mes 10 ans. Je peux t'en citer 2 ou 3 ? Vas-y. J'adore les histoires. C'est sport extérieur ou sport pour moi ? Les deux. Alors bon, si c'est moi, mais c'est banal, je faisais du judo, c'est mon premier podium. Quand on est petit, on est content et on se dit qu'on se bat pour quelque chose et c'est toujours dans un super état d'esprit quand on parle de judo. Donc c'est génial, cet esprit de compétition, on l'a dans le sport comme on peut l'avoir dans la vie professionnelle. Ça c'est un petit souvenir qui est toujours sympa. J'avais, 7, 8 ans, 9 ans. Et après, j'ai envie de dire... peut-être 2 ou 3 événements. Le premier, j'avais 10 ans, il s'est jamais reproduit depuis. C'est la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, jamais produit pour un Français. C'était vraiment toute la France qui était debout avant 1998, quand il y a eu la Coupe du Monde. Voir son papa sauter sur le terrain, ça s'est pas souvent produit aussi. Il y avait une émotion incroyable pour la France, pour l'Afrique. Donc j'ai adoré ce moment. On sentait qu'il était en mission en fait, Noah, et c'est ce qu'il a expliqué à de nombreuses reprises ensuite sur son tournoi. Et puis autre moment qui m'a marqué beaucoup, un double moment, c'est Séville 82, blessure de Battiston, équipe de France, on est en demi-finale, on est proche de la finale et là il se passe quelque chose d'assez incroyable qui fait que l'équipe de France, elle sait plus où elle est et elle perd
perd un match donc dramatique contre l'Allemagne. Quand on est petit, j'avais 9 ans, c'est très marquant de voir ça. On comprend pas ce qui se passe, il y a de la brutalité, il y a une espèce d'injustice et on se dit on a envie de combattre, quoi. Donc c'est un peu un fil conducteur aussi dans ma vie de combattre cette injustice. Et comme il y a eu 82, ça s'est mal passé. Il y a eu 84 après avec le championnat d'Europe qu'on a gagné. Et là, on a senti que c'était vraiment la résilience et le challenge après cet échec sans doute pas justifié qui fait qu'on a été jusqu'à la victoire. Donc tout ça, ça me parle beaucoup, cette notion d'effort, de résilience, de courage, motivation, ambition pour aller vers la victoire. Ouais, beaucoup d'adversité dans les deux événements que tu cites. Ouais, exactement. Il y a ça dans le sport, il y a ça dans la vie professionnelle, comme ça peut être le cas dans la vie personnelle. On est tous confrontés à des difficultés plus ou moins importantes et c'est un mindset qui fait qu'on va les combattre ou pas. Ok. T'as fait un peu de sport, toi ? Ouais, un petit peu. J'ai fait pas mal de sport. C'était du judo. J'ai fait du tennis. Je crois que toi aussi. Ouais. Là, j'étais à un niveau un petit peu moins de culture, mais j'ai un petit classement. Du tennis de table aussi. J'aime beaucoup ça. J'en ai fait pour m'amuser. Là, j'en refais en club et je trouve ça top. D'ailleurs, on va collaborer avec des pongistes. On les appelle comme ça pour notre application. Voilà, un petit peu. Et puis sinon, j'adore regarder, commenter, donner mon avis. J'ai une petite culture du sport parce que vraiment je suis passionné par ça et j'aurais aimé, pour tout te dire, être commentateur sportif. C'était un rêve de jeunesse. Donc je suis encore plus ravi d'être là face à toi. Bah écoute, moi aussi je suis en train de me créer mon propre rêve. J'aurais bien aimé, tu vois, être journaliste sportif et je me suis dit bah tiens, ça n'existe pas. Les formats que j'aime, je vais les créer et c'est comme ça que Extraterrien est né. Donc ça me parle beaucoup et le business dans tout ça, ça arrive quand dans ta vie? Est-ce que comment il était le petit Gilles? C'était déjà un entrepreneur dans l'âme, même enfant, même avant le bac? Ouais, c'est possible. Alors, j'ai un papa qui était entrepreneur, assez personnel dans l'immobilier. Il a fait des choses très très originales, mais donc j'ai été éduqué là-dedans sans savoir ce que c'était les horaires et une entreprise et tout ça. Mais effectivement, j'ai entrepris des petites choses qui étaient assez rigolotes quand j'étais jeune, quand j'étais en vacances, notamment et que je m'ennuyais. J'avais 8 ans. J'ai commencé par aller vendre des croissants dans les résidences en mettant des petites annonces pour dire que j'allais les livrer le dimanche matin pour qu'ils aient des croissants frais. Et moi, ça me faisait mon petit business et l'équivalent de 20 € d'argent de poche pour la semaine. J'étais super content à cet âge-là. Et puis, j'avais aussi une petite... j'ai fait, toujours pendant ces vacances, si on remonte loin en arrière, comme tu l'as demandé, l'organisation de tournois de ping-pong. J'avais une table de ping-pong dans notre jardin de maison de campagne où il y avait un petit peu de monde autour. Et donc, j'organisais ça, et un vrai petit événement. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'événementiels depuis. J'adore organiser des événements. Et j'avais toujours 30 personnes, mais j'achetais des coupes, je faisais des tableaux, je faisais venir des personnes qui avaient un costume, je disais que c'était le préfet de la région, et tout le monde était content. Et au final, ça faisait un super souvenir, et on m'en parle encore quand je revois des copains ou des gens qui avaient participé. C'est assez rigolo. Donc voilà, ça remonte à peu près à ça. Et puis ensuite, j'ai démarré quasi immédiatement dans l'entrepreneuriat après mon école de commerce. Ok, bon, on invite les frères Lebrun à t'appeler pour organiser une prochaine compétition de ping-pong en France. Je crois qu'il y a un tournoi à Montpellier d'ailleurs qui est en train de se créer. Ouais, c'est l'équivalent du Masters de tennis qui s'appelait le Pro Tour avant dans le tennis de table et qui a lieu fin octobre, juste après le championnat d'Europe qui a lieu 2 semaines avant. Et on sera présent grâce à notre application de paris sportif sur ces sujets-là, effectivement. Bon, bah super. Écoute, pour les fans de tennis de table et de ping-pong, on sait où vous retrouver, en tout cas. Donc ça va être très chouette. Et puis si on a envie de jouer et de parier sur les frères Lebrun, ça sera l'occasion de le faire, du coup. Exactement. Ah bon, bah top. C'est une bonne histoire. Ouais, donc t'as quand même une bonne culture et très jeune, l'envie d'entreprendre, le mordant pour ça. C'était quoi c'est quoi l'élément motivateur? Est-ce que c'est le fait de rassembler les gens? Est-ce que c'est le fait de construire quelque chose par toi-même? Est-ce que c'est l'impact que ça peut avoir sur les gens qui te disent merci? C'était quoi qui te touchait un peu les souvenirs que t'as et qui te motivait le matin pour faire tout ça, jeune? Je sais pas si c'est une question d'ego, mais j'ai toujours été admiratif des gros succès. Et gros succès, ça veut pas forcément dire argent.
Ça peut être ou des histoires originales. Hein. Ça peut être effectivement une belle entreprise. Ça va être un produit qui révolutionne une industrie. Ça peut être un TikToker, là, l'Italien, je sais plus comment il s'appelle, qui vient de l'usine et qui devient le plus grand TikToker européen ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est une histoire magnifique parce que derrière ces histoires, il y a toujours des efforts qu'on ne peut pas imaginer, il y a des réflexions, il y a un positionnement, parfois c'est pas voulu, mais au final ça se professionnalise toujours et on a systématiquement le résultat de ces efforts. Ça, j'y crois beaucoup, que ça vienne tout de suite ou plus tard. Tout entrepreneur te dira qu'il s'est d'abord planté, ou il a réussi, et puis après, il s'est cassé la figure. Et puis, voilà, c'est vraiment des montagnes russes, l'entrepreneuriat. Et je crois que ça m'excitait. Et je me suis toujours dit que je m'en sortirais, quelles que soient les situations. Donc, s'en sortir, justement, ça ne veut pas vouloir dire forcément faire des licornes, être milliardaire. Ça veut juste dire réussir par rapport à un besoin qui peut être personnel, une satisfaction de travailler dans quelque chose qui nous plaît, et éventuellement avoir une rémunération derrière qui suffit pour vivre ou qui est plus importante et qui peut te permettre d'aider les autres aussi, ce que je fais un petit peu aujourd'hui, à titre pro ou personnel. Et voilà, c'est ça qui me tient en éveil et qui me donne envie d'aller toujours plus loin, toujours dans l'originalité, la créativité. Et peut-être que c'est ce qui fait que j'ai envie vraiment de me lever le matin. Ok, c'est marrant parce que ton histoire, elle me fait penser à la biographie de Arnold Schwarzenegger. Je sais pas si tu l'as lu, mais c'est une de mes biographies d'entrepreneurs sportifs préférés. Et sa toute première source de revenus, en fait, il achetait des glaces. Il y avait un grand lac à côté de chez lui, et il achetait des glaces au kiosque et il allait les distribuer à tout le monde. Tu vois, un peu pareil avec les croissants. Et lui, c'est quelque chose qui revient dans le livre, c'est cette espèce de croyance, ce feu sacré que tout va bien se passer et que ça va finir par marcher. Et il répète beaucoup dans le livre, la leçon numéro 1, c'est de jamais abandonner, en fait. Ceux qui réussissent ont l'unique point commun de ne jamais avoir renoncé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans tes paroles, quoi, d'avoir cette confiance que un jour ça va se réaliser. Alors, je t'aurais pas donné cet exemple qui est parfait, mais en parallèle, il y a le même, c'est son copain, c'est Stallone. C'est exactement la même histoire. Hein. Quand il est parti à Los Angeles, ou Van Damme, c'est pareil, c'est pas que c'est mes références absolues, mais comme on parle d'un peu de brutalité et de force, c'est exactement la même histoire. Et si tu prends Stallone, enfin Schwarzenegger, ça l'a amené jusqu'à devenir gouverneur. C'est incroyable, hein, pour un Mister Univers, ça l'a quand même pas grand-chose à voir. Et puis la Californie, c'est presque la France en termes de modèle de puissance économique. Mais Stallone, son histoire l'a inspiré dans l'écriture de Rocky. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, quand il a décidé de proposer son film, on lui a dit super pour ton scénario, on va trouver un acteur, et il a refusé de vendre le scénario parce qu'il voulait être absolument l'acteur pour incarner l'histoire qui lui était tellement proche. Et c'est ce qui fait sans doute qu'il y avait autant de naturel dans ce film qui est assez incroyable et qui a eu l'Oscar du meilleur scénario. Donc, de quelqu'un qui a jamais qui a presque jamais tourné et qui a jamais écrit de film, je trouve que l'histoire, elle est magnifique. Ouais. Donc, ça ressemble effectivement à Schwarzenegger. Ouais, c'est des personnalités qui m'inspirent beaucoup, et c'est vrai que on peut vite les caricaturer, on peut vite peut-être un peu se moquer, mais en tout cas, moi je suis respectueux de tout le travail qui est en arrière, qu'on voit pas à l'écran, où c'est des gens qui ont un charisme très fort, qui sont très humains et qui sont des énormes bosseurs. Donc moi ça m'inspire beaucoup. Et donc ta toute première aventure, est-ce que c'est les boissons énergétiques, X-Energy? Alors, après l'école. Ouais. Alors, pas exactement. J'ai fait une école franco-américaine. Ouais. Et donc, je suis parti tout de suite travailler dans la banque à Londres, dans une banque d'affaires assez connue, Morgan Stanley. Et en fait, j'ai des copains qui m'ont contacté rapidement pour me dire qu'ils étaient sur un projet et qu'ils voulaient que je les rejoigne. Ça s'appelait X Energy Drink, en tout cas à l'état de projet. L'objectif était de lancer le monde des energy drinks en France. C'était une nouvelle catégorie de produits, ça n'existait pas puisqu'il y avait des limitations liées à la législation. Le leader à l'époque, toujours aujourd'hui, c'était Red Bull qui était interdit en France. Donc il y avait un gros challenge qui était d'imposer un démarrage de ce nouveau type de boisson et de rentrer aussi dans la grande distribution, ce qui est quand même un enfer. Par contre, je te reprends juste sur une chose, c'est pas une boisson énergétique, parce que les boissons énergétiques, c'est Gatorade et ce genre de choses. Et nous, on a inventé
inventé d'ailleurs le terme de énergisant. Donc energy drink, on l'a traduit en boisson énergisante. Okay. Et c'est très amusant. Et je suis toujours dans cette notion de catégorie. Tu verras ça pour Yes or No, c'est pareil. On invente nos termes comme Twitter avec son tweet. Ça me semble très important. Et c'est rigolo parce que on le sait pas aujourd'hui, mais ce mot énergisant, donc c'est nous qui l'avons lancé en 1996. Et derrière, tu as toutes sortes de produits, y compris de beauté, des déodorants énergisants, etc., qui ont été créés. Et avec le mot énergisant que j'ai sorti en réunion un jour, qui est aujourd'hui dans le dictionnaire. Donc c'est assez incroyable pour moi. Voilà, c'est la petite anecdote. On touche des royalties quand on a un mot qu'on a créé et qui se retrouve dans le dico. Tu crois qu'il faut que j'appelle Larousse et le petit Robert? Je sais pas qui est-ce qui gère ça, mais sinon je vais demander à L'Oréal, parce qu'il y a plein de produits, je crois, qui sont énergisants aujourd'hui. Ouais, ou l'Académie française, je sais pas, c'est marrant. Mais c'est rigolo ce que tu viens de me dire. Ouais. Non, mais ça reste une certaine forme de propriété intellectuelle, tu vois, ou de dépôt de marque qui aurait pu être fait. Enfin, après, c'est un néologisme, qu'on appelle néologisme. Voilà, c'est comme un tweet. Je pense pas qu'on puisse réclamer quoi que ce soit, mais c'est assez rigolo d'imposer comme ça ce genre de choses à partir d'une idée qui n'avait rien à voir, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, quand même, je trouve cette histoire hyper intéressante. T'as Red Bull qui est déjà sur le marché, donc il y a mais qui est interdit en France, donc il y a une certaine forme, une grosse opportunité. Est-ce que la juridiction, la législation viennent te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher, parce qu'il peut vite y avoir l'amalgame, tu vois, j'imagine. Tu m'expliquais par téléphone que ce qui était interdit, c'était la taurine qui était présente dans le Red Bull. Et Red Bull qui voulait pas changer, en tout cas pendant un moment, ils voulaient pas changer leur formule pour se plier aux législations françaises. Toi, ça a dû être un parcours du combattant, non, pour évangéliser, pour démocratiser, faire comprendre aux gens que des produits sans taurine sont pas dangereux pour la santé. Ouais, effectivement. Donc, on a décidé Red Bull existait ailleurs, mais pas en France, comme tu l'as dit, interdit. Donc, c'est le concept, finalement, qui était déjà un succès européen et presque mondial des energy drinks. Et donc, s'appuyer sur un concept pour se dire, on va l'importer en France, c'est une bonne idée, mais c'est quand même pas facile. Donc, on a enlevé toutes les composantes de Red Bull qui n'étaient pas autorisées. On a fait notre produit en utilisant des plantes naturelles, ginseng, gingembre, et même de la caféine, mais à un niveau un petit peu moindre. C'était autorisé jusqu'à 150 mg par litre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et je crois que Red Bull était à 250 ou 300. Mais à côté de ça, il y avait aussi 8 ou 10 vitamines dedans. Donc, ça, c'est pour le côté composition. Et on l'a proposé, je ne sais plus à quelle autorité, qui nous a permis de le lancer sur le marché parce qu'on était également soutenu par des médecins spécialisés dans le domaine. Toujours est-il qu'il y a eu quelques polémiques, évidemment, par de la presse qui nous comparait et considérait que c'est un produit qui ne devait pas exister. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de campagne négative. Mais par contre, on a eu aussi des campagnes fabuleuses de presse qui étaient liées surtout finalement au marketing très original qu'on a mis en place avec ce produit. Et c'est ce qui fait que là, on en est assez satisfait avec des actions marketing et commerciales très fortes. On a été référencé dans 95% de la grande distribution en moins de 2 ans. Ça s'était jamais vu pour un produit. Et la 2e année de notre existence, on a été élu 2e boisson de l'année. Il y a un podium avec 50 boissons qui sortent tous les ans. Derrière Orangina, à l'époque, c'était Orangina rouge qui sortait. Et sachant qu'on ne venait pas du tout de l'alimentaire, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel et que j'ai toujours reproduit dans chacun des business que je fais. Alors ma mère me dit toujours que je vais faire des choses qui sont impossibles et moi je lui parle de Mark Twain parce que si c'était pas possible on l'aurait pas fait. Mais ça permet d'avoir une nouvelle façon d'aborder les choses. Essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, mais surtout de se dire je vais tenter de think out of the box et de le faire véritablement autrement et peut-être que ça va permettre de séduire le marché, de séduire les interlocuteurs qui vont considérer qu'on est tellement un ovni que ça vaut le coup de nous laisser une chance et c'est ce qui s'est passé systématiquement dans ma vie professionnelle. Ouais. Tu pourrais nous raconter là où les 2 campagnes marketing dont tu es le plus fier, parce que je sais que tu es quand même assez doué pour faire des bons coups de com, et tu as pas mal d'anecdotes sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une campagne qui t'a marqué, soit parce que pour le côté un petit peu épique, soit pour les résultats qui étaient époustouflants. Je pense que ça pourra peut-être remémorer en tout cas des souvenirs aux personnes qui pourront s'en souvenir.
Alors, je vais parler d'une campagne. J'aurais pu parler de dispositif marketing pour autre chose, mais tu m'as parlé d'une campagne. Donc, il y en a une qu'on avait trouvée intéressante. Et là aussi, il y a une belle anecdote derrière, puisque il y a un guitariste torse nu, très musclé, qui est sur une photo. On avait fait des 4x3 parce qu'on faisait déjà beaucoup de chiffre d'affaires. On avait bien réussi notre lancement. Et cette personne qui était absolument inconnue du grand public s'appelait Philippe. Et ce Philippe, en fait, c'était le Philippe des To Be Free. Et pourquoi c'était Philippe des To Be Free? Parce que il se trouve que ce groupe qui n'avait pas vraiment de nom, qui venait de Longjumeau, était copain d'un des cofondateurs de X Energy Drink. Et donc, ils aimaient bien chanter, danser, faire de la gym à trois. Et nous, on a imaginé, pour lancer notre boisson, d'organiser, je te parlais d'événementiel tout à l'heure, d'organiser des grosses soirées très prestigieuses en boîte de nuit. Et donc, les boîtes les plus célèbres à l'époque, ça s'appelait le Palace, ça s'appelait les Bains-Douches, ça s'appelait le Bus Palladium, etc. Je ne sais plus ce qui existe ou pas aujourd'hui. Ils existent tous encore. Bon, et on avait imaginé donc de faire des campagnes de presse derrière en invitant donc les médias dans ces soirées et en invitant des célébrités également. Donc comme aujourd'hui on appellerait des influenceurs. En parallèle de quoi, on proposait à tous nos interlocuteurs professionnels, des acheteurs, notamment de la grande distribution, de venir à nos soirées. Et c'était assez rigolo parce que ces gens-là ne sortent que très rarement dans ce genre d'endroit. Parfois, ils ne savent pas trop comment y aller, ils n'osent pas y aller. Et là, on était en train de leur dire qu'ils allaient être dans les bras de, aujourd'hui, je ne sais pas qui, Taylor Swift. Enfin, vraiment, on avait des grosses célébrités qui venaient parce qu'on avait une campagne RP. Et pour animer ces soirées, on s'était dit, tiens, on va faire un truc sympa. Il y a la mode des boys bands à l'étranger, Worlds Apart, etc. Enfin, des noms, je ne sais pas si ça vous parle à l'époque. Boyzone ou je ne sais pas quoi. En Angleterre notamment, et on avait ces trois gars. On leur a dit, écoutez, vous êtes mignons, c'est cool et tout, vous avez une chanson à partir un jour, ça tombe bien, nous on veut lancer la boisson, il faut qu'elle parte partout dans la grande distrib. Qu'est-ce que vous en pensez d'animer nos soirées? Ils sont venus, ils ont chanté, il y avait quelques médias, ils ont trouvé qu'il y avait une ambiance de fou, et là-dessus, on a décidé donc de les accompagner dans le lancement, donc avec mon fameux cofondateur qui a décidé donc de les produire, de faire en sorte que à chaque fois qu'ils se produisaient, ils étaient habillés de partout, de X Energy Drink, etc. Et ça a commencé des petites salles. Au bout de 3 mois, 6 mois, ils étaient au Zénith, ils étaient partout, grâce finalement à cette opération un peu générale où d'abord, on avait décidé de faire des 4x3 avec des personnes qui étaient sympas, mais qui n'était pas forcément très connue. Et une autre personne, d'ailleurs, qui était sur les 4x3, beaucoup plus connue aujourd'hui, elle était juste à la porte des bains-douches à l'époque, et elle s'appelait Cathy Guetta. Et comme on l'a trouvée hyper sympa, et elle avait envie de communiquer, on lui a dit, tiens, est-ce que tu veux être sur nos affiches? On l'avait mise avec des cheveux teints en violet, une combinaison de l'espace, etc. Et elle a fait partie de notre campagne. Et 2-3 ans après, elle s'est fait connaître dans ses soirées à Ibiza, et puis après, le mariage avec Guetta également, et David Guetta, et toute l'histoire qui est la leur ensuite. Donc on est un petit peu au démarrage de tout ça, et c'est une vision que j'ai toujours un peu opportuniste des choses, mais en se disant avec qui je peux faire quelque chose qui va lui plaire, dans lequel il a envie de s'engager, et qui va apporter du sang neuf dans notre communication. Et c'est ce qu'on va faire là avec Yes or No. On s'apprête aussi à faire des choses qui n'ont jamais été faites dans le monde du pari en termes de communication. Eh ben, tu vas me raconter juste après. C'était un positionnement quand même plus festif du coup que vous aviez avec Energy Drink. Je fais un petit parallèle avec le sport parce que dans le monde du sport, Red Bull, est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils ont plié le jeu? Ils sont quand même sur les sports extrêmes, ils ont été très forts. Là, je vois, ils organisent des compétitions d'athlétisme maintenant, donc ils cherchent à avoir un positionnement un peu plus mainstream. Ça fait quoi d'avoir un rival comme ça, justement, avec un positionnement très très sport? Puis eux, ils sont aussi arrivés dans les boîtes de nuit, comme tu le dis. Comment c'était quoi le positionnement et comment vous vous êtes dit, ok, comment on peut contourner ça et comment est-ce qu'on peut faire bonne figure face à un tel concurrent? Ouais, alors ça a été assez simple, sachant que c'était une grosse ambition d'être concurrent. C'était vraiment un monstre dans le genre. C'était le Coca-Cola des energy drinks, et aujourd'hui, je pense qu'il représente toujours plus de 50% du marché. Ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est que eux adressaient
beaucoup le sport, les sports extrêmes. Ils étaient énormément vendus dans les stations essence aussi. C'est tout bête, mais pour les routiers qui devaient tenir, donc ils vendaient. Et nous, on a cherché à être finalement plus mainstream et en passant par la grande distribution. Et ça, c'était pas trop leur truc. Donc, on a voulu adopter un positionnement différent, avec une certaine coolitude, et c'est ce qui nous permettait, y compris dans nos campagnes de presse positive ou de dénigrement, de raconter autre chose. Et toutes ces célébrités qui nous accompagnaient et qu'on voyait boire des energy drinks en soirée, à partir du moment où après on les voyait au JT pour d'autres raisons, ça permettait de faire passer le message très simplement. Et ça a été vraiment ça notre approche. On voulait en faire un produit sain, cool, pour tout le monde et sans risque alimentaire. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'elle se termine, cette histoire ? Elle se termine plutôt pas mal parce qu'en fait, on avait atteint une sorte de petit plafond de verre au bout de 2 ans. C'était un peu délicat. C'était une année où, comme je le disais, on avait réussi à rentrer dans toute la grande distrib. On faisait à l'époque près de 10 millions de chiffre d'affaires en 2 ans en partant de zéro. C'est quand même assez énorme. Alors aujourd'hui, on se rend jamais trop compte avec le monde des startups dans lequel j'évolue aussi. On n'avait pas levé d'argent. Donc c'était pas mal du tout, même très bien. On avait 40 personnes qui travaillaient pour nous. Mais cette même année, il faut comprendre il faut savoir que Coca-Cola avait recruté 600 personnes juste pour mettre les boissons dans les rayons. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas acheter ta boisson, ton Coca, dans ton hypermarché Carrefour le samedi, c'est pas les chefs de rayon qui mettent dans les rayons, ils ont pas le temps. C'est des gens de chez Coca-Cola, parce que sinon ça se vide trop vite le rayon. Et si le rayon est vide, il n'y a plus de Coca-Cola dans le rayon, donc le client n'est pas content, le magasin non plus, mais Coca-Cola ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc ils ont recruté 600 personnes juste pour ça. Et on se retrouvait dans cette situation où au départ on avait réussi à imposer notre produit pour que les supermarchés le mettent en rayon et on les avait assistés. Mais une fois qu'ils disparaissaient du rayon, il aurait fallu qu'on fasse un peu le même genre de choses. Et ça devenait compliqué parce qu'on était déjà 40, c'était pas simple, même avec du chiffre d'affaires. S'il avait fallu qu'on recrute ne serait-ce que 50 personnes en plus, c'était pas simple à assumer. Il se trouve qu'au même moment, on a un très gros de l'alimentaire qui nous a repérés, qui s'est dit que c'était incroyable ce qu'on faisait, que c'était un carton, et qui nous a demandé si on était prêt à vendre parce qu'il le sentait très bien. Et nous, connaissant notre état du moment, qu'il y avait des possibilités que ça marche encore mieux, mais qu'il allait falloir redoubler d'efforts, on a décidé de vendre. On était jeunes et ça a été notre premier exit finalement, et je le regrette pas du tout. J'ai pas été au bout absolu de l'histoire, mais ça restait un vrai succès avec une vente, avec derrière un petit pécule pour pouvoir passer à l'aventure suivante. Et à ce moment-là, on te dit coucou, on rachète et donnez-nous les clés et merci de faire vos affaires. On te dit tiens, il va falloir rester 1 an, 2 ans avec peut-être des objectifs. Ça, je le vois avec des copains qui sont entrepreneurs dans la tech, ça devient très fréquent où on dit bah voilà, si on a envie, on rachète, mais on a envie que vous restiez parce que vous incarnez la société. Je connais un peu moins dans le monde de l'alimentaire, tu vois. Quand il y a des géants qui arrivent, il y a peut-être un peu moins aussi de culture du rachat de marque, tu vois. Je sais pas, tu vas me dire. Comment est-ce que ça se passe justement un deal avec un géant de l'alimentaire? Je peux pas du tout généraliser, mais comment ça s'est passé pour nous? Moi, j'étais plutôt au côté marketing, donc il n'y avait pas besoin par rapport à cette boîte-là. Donc il y a des personnes qui sont restées un petit peu, mais la réalité, ce qu'on a compris après, c'est comme on les dérangeait un petit peu parce qu'on prenait beaucoup de place dans les rayons, et c'est comme ça qu'ils nous ont remarqué et qu'ils ne savaient pas trop quoi faire du produit. Eh bien, ils nous ont racheté pour éliminer le produit. Et ils l'ont fait disparaître, en fait, progressivement, 2 ans après, parce que ça rentrait pas dans leur ligne de produit. Mais finalement, la place que l'on prenait dans les rayons ne leur permettait pas de faire le chiffre d'affaires supplémentaire qu'ils auraient pu faire s'ils avaient récupéré notre place. Et c'est ce qu'ils ont cherché à faire, parce que c'était une ligne verticale qu'ils connaissaient mieux, finalement, leurs produits. Et la place qu'on avait dans les rayons, progressivement, elle a diminué pour qu'ils remplacent notre produit par le leur qu'ils connaissaient mieux, et ça leur permettait de ne pas avoir besoin d'avoir une force de vente supplémentaire ou différente de la leur. Ce qui n'est pas complètement idiot, en fait. Donc, c'est peut-être pas très traditionnel par rapport à la question que tu poses, et on ne l'avait pas senti venir. Et c'est une petite frustration de se dire que notre produit, finalement, il n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait bien aimé le voir, y compris si c'était pas nous qui avions le leadership. Mais toujours est-il que on s'en est très bien sorti. Moi, c'était en 98, j'avais donc 25 ans, et à 25 ans, voilà, avoir un premier résultat successful, c'est toujours sympa, quoi.
Donc, ouais, c'est bon, bravo. C'est effectivement très précoce, tu vois, comparé à beaucoup. Moi, j'ai une histoire un peu plus longue, donc ça m'inspire beaucoup. Après, t'as fait beaucoup de choses. T'as fait effectivement, tu vois, de l'informatique. J'ai vu aussi que t'avais présidé une association pour le développement mobile. T'as monté on peut dire que c'est un réseau social de proximité de voisins, marésidence.fr. Ouais, c'était un réseau social pour les immeubles, ouais. Pour communiquer à l'intérieur des immeubles, mais entre immeubles également. Et j'ai lancé ça en 2007, au moment où Facebook se lançait en France. Donc, on pouvait parler de réseau social. Il y avait une approche très communautaire, très citoyenne, une approche professionnelle, parce qu'il y avait également un outil pour gérer son propre immeuble. Donc, ça, c'était en 2007. Et après que j'avais lancé, comme tu le dis, la société de services informatiques qu'on avait revendue aussi à un groupe américain. Ouais. Ok. C'est quoi ta partie que tu préfères dans un lancement? C'est la vente, c'est la structuration, c'est le lancement. Tu prends du plaisir partout. Mais je vois qu'à chaque fois, tu arrives à faire le cycle, partir un peu de zéro, entre guillemets, bien structuré, bien lancé, que ça tourne très bien et qu'ensuite tu arrives à faire un exit. C'est rare, tu vois, il y a plein d'entrepreneurs qui plafonnent à un endroit, soit sur le lancement ou dans la structuration ou même dans la vente. Toi, où est-ce que tu prends ton plaisir? Où est-ce que tu es dans ta zone de génie? Alors, génie, je sais pas. Le plafonnement, je l'ai eu aussi pour l'instant et j'espère que là, je vais être déplafonné avec Yes or No. Mon plafonnement, ça a toujours été que je n'ai jamais eu l'explosion absolue et pourtant, ça a très bien marché. Mais quand je parle d'explosion, c'est de type Doctolib où je suis très admiratif, je les connais et je trouve ça vraiment génial. Donc moi, ce que j'aime bien, effectivement, c'est différentes phases et j'y accorde à chaque fois beaucoup d'importance. La première, c'est la réflexion, la construction. Je me rends compte systématiquement après que ça prend beaucoup plus de temps que prévu et systématiquement, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça vu le temps que ça me prend? C'est dingue de mettre 1, 2, 3 ans avant qu'il se passe quelque chose de très concret. Mais quand on est motivé et pris dans le cours de tout ce qu'il y a à faire, on y va, on se pose pas trop de questions. Encore une fois, c'est après coup qu'on se dit quand même c'était très long. Donc ça, j'aime bien parce que je pense que tout ce travail qu'on peut faire, c'est lié à la motivation qu'on a et à l'espoir qu'il peut y avoir derrière. Donc on rechigne un petit peu moins. Cet effort, on le fera peut-être un petit peu moins après quand ça commence à fonctionner. Après, tu as la phase de lancement. Là, moi, j'adore. Je suis en plein dedans en ce moment. C'était le cas avec ma résidence et précédemment avec Energy Drink. Parce que faut être créatif, parce que faut onboarder finalement tes équipes, l'extérieur. Et à chaque fois, c'est des discours vraiment stratégiques, originaux qu'il faut avoir et faire en sorte que tout le monde ait envie de t'accompagner. Donc, moi, j'adore parce que c'est des mini-succès, les pièces d'un puzzle qui vont peut-être conduire à la réussite. Et c'est ces pièces de puzzle que j'aime beaucoup assembler. Et là, pour le coup, on me dit souvent, effectivement, qu'il y a quelque chose de génial chez moi parce que je parle de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je les assemble et au final, ça fait quelque chose qu'on peut pas imaginer, comme avec marésidence.fr, je me suis retrouvé à une table à organiser un événement où il y avait 2 ministres autour de moi et moi pour lancer cette ma résidence avec un événement, mais quand j'en avais parlé 4 mois avant, autour de moi, tout le monde me prenait pour un fou en me disant « mais t'arriveras jamais à rien avec le gouvernement, de toute façon, il se passera rien ». Mais pour y arriver, j'ai assemblé un certain nombre de pièces du puzzle et cette aventure de 3 mois, 4 mois dont je parle jusqu'à cet événement a été fabuleuse parce que ça m'a motivé à aller convaincre des partenaires nationaux en leur disant que je voulais monter une opération citoyenne pour créer du lien social dans les villes et à partir de ce qu'on fera dans les immeubles. Donc c'était des partenaires comme les ascensoristes, les agences immobilières, tous les gens concernés par les immeubles qui se sont associés à moi, qui ont décidé de mettre du budget en imaginant qu'il se passera quelque chose parce que je leur racontais que 4 mois plus tard, il se passera un truc incroyable. Et bon, chacun pensait que le précédent avait signé, c'était pas toujours vrai et au final tout le monde a signé par l'effet d'entraînement. Et ce sur quoi, si tu me permets de raconter, l'histoire, elle est assez rigolote. C'était en 2007, il y avait l'élection présidentielle. Et entre les 2 tours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit aux 3 présidentiables, c'était de mémoire Sarkozy, Ségolène Royal et je crois Bayrou, en leur disant, voilà, je suis surpris, je n'ai pas eu votre retour par rapport à une opération que je veux lancer pour faire du lien social dans les immeubles et qui touche toute la France. Ça devrait être une cause nationale de recréer le lien entre les Français. Et vos 2 confrères m'avaient répondu il y a quelques semaines pour me
me dire qu'ils s'associeraient à nous si jamais ils étaient élus. Qu'en est-il? Et j'ai donc Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy qui m'ont répondu, je leur avais écrit en recommandé d'ailleurs, qui m'ont répondu mais en 3 jours en disant évidemment, si on est président de la République, on vous soutiendra. Sarkozy est élu, je contacte l'Élysée, voilà, qui me renvoie au ministère du Logement. J'explique au ministère du Logement que c'est Sarkozy qui veut et qu'il n'y a pas trop le choix, qu'il faut faire quelque chose. Et là, ils sont pris dans un espèce de tourbillon. Je leur dis qu'il y a Sarkozy, il y a les partenaires nationaux et qu'il faut faire un truc que je vais organiser finalement moi-même et qu'ils ont, pour ainsi dire, quasiment rien à faire. Événement organisé le 23 mai 2008. Et à partir de là, on parle de cet événement, communiqué de presse, etc. Tous les médias s'y intéressent. Alors ça, c'était très rigolo, le côté médiatique, c'est plus question d'ego, mais j'étais en direction du ministère en partant de chez moi après la Défense. J'ai un coup de fil de M6 qui me demande si je peux être là pour le JT du soir. Je leur dis, ouais, mais enfin là, c'est un peu compliqué, à part que je suis devant chez vous là, mais sinon, je peux rien faire. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ils me disent, est-ce que vous pouvez vous arrêter tout de suite? On arrête tout sur les plateaux et on vous veut sur scène, on monte un plateau pour vous. Je m'arrête, je me gare, il y a 10 personnes qui viennent me chercher, genre des gars qui font la sécurité, laissez-le passer, etc. Enfin, j'avais l'impression d'être Macron qui se déplace, quoi. Donc, je fais ça, je continue à marcher, à avancer avec ma voiture, et là, c'est Laurent Ruquier qui appelle RTL ou Europe 1, je sais plus lequel. Il veut vous parler, vous êtes en direct de l'émission. Je raccroche, il y a Philippe Bouvard qui appelle. J'étais même pas encore arrivé au ministère que c'était comme ça. Et puis après, donc, il y a eu le ministère. Il y a les 2 ministres, Christine Boutin, ministre du Logement, et Éric Besson, première sortie au numérique, il venait d'être élu 15 jours plus tôt. Donc c'était amusant. Et ce qui était encore plus amusant à ce moment-là, c'est que lorsque la ministre a pris la parole, Madame Boutin, et qu'elle s'adresse à moi, j'étais le président de ma société, et qu'elle me dit « Monsieur le Président ». Alors c'était marrant parce que quand on m'appelle Monsieur le Président et qu'on s'appelle Madame Boutin, bah, on peut tout d'un coup, pendant l'espace d'une seconde, se prendre pour Nicolas Sarkozy. Et la fin de cette histoire, c'est que, comme tous les médias en ont parlé, en réalité, j'étais seul dans ma chambre avec 2 développeurs stagiaires quand j'organisais ça. Et donc, tout le monde croyait que c'était une multinationale. Il y a eu plus de 100 000 demandes de création d'immeubles dans les 2 jours. Les serveurs ont lâché. Évidemment, on n'était pas prêts du tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Des investisseurs qui m'ont appelé. Il y en a un premier qui est rentré. Et dans la foulée de 2008, on a fait une levée de 3 millions pour aller conquérir le territoire. 3 millions, ça paraît rien aujourd'hui. C'était une des 5 plus grosses levées de l'année 2008, d'autant que c'était la crise des subprimes. Et donc, personne ne mettait d'argent. Finalement, l'idée, elle avait démarré juste en se disant « j'ai un problème dans mon immeuble, j'arrive pas à communiquer » pour aller jusqu'à des partenaires nationaux, jusqu'au gouvernement, jusqu'à une levée de fonds. Et ensuite, j'ai eu plus d'1 million d'utilisateurs en 3 mois, ce qui était quand même assez énorme, quoi. Bah ouais, effectivement. Pour avoir lancé des applications et des sites, des plateformes, je sais à quel point l'acquisition est dure, et même à l'époque, hein, quand même, l'usage du web était encore plus difficile. Ah, c'était encore plus dur. Même la pub sur Facebook n'existait pas. Il y avait les Google Ads, mais bon, on faisait pas forcément de l'Ads pour ça. Donc, c'était des moyens plus traditionnels, de type relations presse, où on regardait encore la télé, où on lisait les journaux. Ouais, c'était compliqué. Il fallait vraiment sortir du lot pour qu'on vous remarque. Par contre, si on te remarquait à ce moment-là, ça allait très très vite. C'était beaucoup moins noyé dans l'information. C'était à la fois beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait se battre. C'était du téléphone, tu vois, tu voulais faire de la relation presse. C'était pas un envoi de mail à une base de données, quoi. Fallait tous les appeler séparément. Donc si tu te battais, si tu avais du courage, de la résilience, c'est un peu des qualificatifs, je pense, qui me parlent beaucoup. Tu y arrivais, et tu y arrivais mieux que les autres. Ok. Et c'était ta recette, toi, du coup, prendre le téléphone, le bottin, et puis aller, en tout cas pour la relation presse. Ah ouais, aller sur le trottoir, c'est vraiment ça. Quand tu fais du commercial, on te dira, ou des vieux de la vieille te parleront des expériences de porte-à-porte qu'ils ont pu faire. Et il y a... Les plus formatrices. Il y a rien de plus formateur. Être face aux clients, voilà, il y a rien de plus vrai. T'es face à tes résultats, ça marche ou ça marche pas, hein. C'est yes or no, si tu veux. Voilà. Ouais, non, et puis il y a beaucoup de parallèles, je trouve, effectivement, entre le monde un peu du sport et de l'entrepreneuriat, mais je trouve qu'il devrait y en avoir encore plus entre le monde entre les commerciaux et les athlètes de haut niveau. Parce qu'un athlète de haut niveau, il échoue
plus souvent qu'il ne réussit. En tout cas, bon, il y a quelques grands champions qui réussissent tout le temps, mais la grande majorité, je crois que c'est Roger Federer. Je sais pas si tu as vu ce discours de fin de carrière à l'université de Berkeley, où il dit, bah voilà, moi, je suis peut-être un des plus grands joueurs de tous les temps, mais j'ai perdu 48% des points que j'ai joués. J'ai perdu, je crois, je sais plus exactement le nombre de matchs, mais en fait, c'est colossal le nombre de défaites qu'il a. Et je trouve qu'un commercial, il a pareil beaucoup de défaites, beaucoup de portes qui se prend et faut toujours repartir, remettre de l'entrain, remettre de la motivation, toujours y croire. Comme un athlète de haut niveau, sur la ligne de départ, si tu y crois pas, tu gagneras pas, ou si tu rentres sur le terrain, si t'as pas la flamme, ça ne peut pas gagner. Et je trouve que le commercial, c'est pareil. Si tu décroches ton téléphone et que au moment où la personne elle te dit allô, t'es pas convaincu que tu vas lui apporter quelque chose de précieux, que ton produit est bon et que tu vas faire la vente, tu la feras jamais. J'aime bien ce parallèle. Ouais. 1 million d'utilisateurs, du coup, ça va très vite. L'histoire dure 6 ans. Comment est-ce qu'elle se termine celle-là? Après, je te propose qu'on parle un peu de Yes or No. Mais comment ça se termine, marésidence.fr? Je pense que les auditeurs peut-être s'en souviendront s'ils l'ont utilisé. Le modèle, c'était peut-être de l'apporteur d'affaires pour tous les partenaires. Il y avait plusieurs modèles. On pouvait vendre des services en B2B, par exemple à des syndics, des bailleurs sociaux, des villes. On a fait des partenariats pour lancer un réseau social dans la ville qui était partagé avec le réseau social général. Donc on s'est lancé d'ailleurs avec Evry, Manuel Valls. Première ville à se lancer. Je suis très admiratif de lui parce que j'ai vu dans sa ville ce qu'il faisait et pour avoir discuté avec une centaine d'élus, il a été vraiment visionnaire et il a dit il se passe des trucs dans ma ville, je pense que le numérique c'est le moment, votre service je le sens bien, et il a mobilisé ses équipes pour faire en sorte que ça marche. Je l'ai vu chez personne d'autre et pourtant on en a vu. Derrière on a signé aussi avec Longjumeau, à l'époque c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, avec qui on avait fait des choses également bien, mais elle avait attendu quand même qu'il y ait un premier. Je fais toujours une différence entre les pionniers et les autres. Donc ça, c'était très intéressant. Ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu une difficulté chez marésidence.fr. C'est à partir du moment où, justement, il y a de l'argent qui est rentré, et notamment un premier associé. Ça s'est passé moyennement parce qu'on finalement, on n'avait pas la même vision. Il avait 25 ans de plus que moi. Il avait une expérience, grosse expérience, différente. Et là où j'avais été très malin, lui, il voulait tout structurer. Et je pense à l'extrême, ce qui fait que on a passé beaucoup de temps à structurer, restructurer des choses qui marchaient et pour faire en sorte finalement qu'elles marchent moins bien. Et au bout de 5 ans, j'ai craqué. Ça avançait toujours, mais moins, puisqu'on n'avait plus que quelques centaines de milliers d'utilisateurs, alors qu'on avait levé 7 millions entre-temps. Donc on avait dépensé quasiment 7 millions. J'avais rien dépensé. Moi, j'avais 1 million d'utilisateurs. On en avait moins quand je suis sorti. Je ne sais pas si ça veut dire que j'avais la recette pour que ça fonctionne ad vitam aeternam, mais en tout cas, la recette qui a été appliquée n'était pas la bonne et j'avais du mal à imposer mon point de vue parce que les investisseurs qui étaient rentrés également, ils forçaient pas la main, mais ils avaient une certaine expérience et ils me laissaient penser que je pouvais me tromper et qu'il fallait peut-être pas prendre trop de risques avec mon approche. Et donc, j'ai un peu renoncé à mon approche. Et ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai vendu mes parts aux actionnaires à la valo du moment. Donc, à nouveau, je m'en suis pas trop mal sorti. Et le produit a continué à exister pendant 10 ans, mais il a dû fermer l'année dernière, justement. Et je pense que c'est pour ce genre de raison, parce que le positionnement était beaucoup moins affirmé en 2023 quand ça a fermé qu'en 2007 quand ça a ouvert. Et moi, donc, je l'ai quitté en 2013. Ok. Bon, on va faire un petit jump dans le temps. Alors, tu as fait beaucoup de choses en même temps. Tu as fait beaucoup de l'immobilier avec la création d'une foncière. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. On pourra en parler peut-être en antenne. Tu as investi aussi dans pas mal de boîtes. Et on arrive... j'ai vu aussi que tu avais fait un peu t'étais un peu dans le monde des NFT, de la NFT Factory. Ça me fait marrer. J'en avais entendu parler. Comment est-ce qu'elle vient, l'idée de Yes or No? Moi, effectivement, tu vois, je l'ai découvert via, tu vas nous parler, là, le concours qui veut commenter les JO. Mais tu as eu l'idée il y a plus de 6 ans, selon mes informations. Moi, j'en entends parler récemment. Vous lancez là. Comment elle te vient, déjà, l'idée de lancer un site de Paris différent, avec beaucoup de choses innovantes comparées à ce qui se fait? Ouais. Alors, il y a deux phases. La toute première est celle d'aujourd'hui, puisque l'idée de départ,
Elle m'est venue alors que j'étais dans mon canapé avec mes enfants. On était devant The Voice. Et comme moi, ça ne me passionnait pas, on s'est mis simplement à faire des pronostics, des paris, qui allait se lever, qui allait gagner, etc. Là-dessus, j'ai sorti un tableau Excel. Ils avaient 3, 7 ans, 10 ans. Et on a commencé à faire des paris. On s'est éclaté toute la soirée. Et ça a mis du piment, en fait, dans notre histoire. Le lendemain, j'en parle à des copains. Tout le monde me dit, oui, enfin, on fait tous pareil. Des paris entre amis, on en fait tous. Et là, ça me donne l'idée de lancer quelque chose pour parier entre amis sans argent. On commence ça, je fais ça sur fonds propres. J'ai même des premiers investisseurs qui me font confiance par rapport à mon réseau et ma vision que cela pourrait être le next cool social network. Et donc, on lance Yes or No avec quelques influenceurs, d'ailleurs, en 2019, les influenceurs. Donc, on était très, très précurseurs. Et là, on a des dizaines de millions de paris qui sont joués. Donc, on imagine notre modèle économique qui devrait tourner autour de la publicité. On a un mode de publicité imaginé qu'on déploiera d'ici 1 an qui est vraiment super. C'est de la publicité dite native, c'est-à-dire sous forme de paris. Par exemple, le Coca jaune va sortir demain, la semaine prochaine. Yes ou no. Et en fait, les gens qui jouent au pari verraient ça sur la même interface et ils pourraient parier sans argent là-dessus. Et derrière, ils sont notifiés de la réponse. Et donc, ça permet de faire apparaître des publicités dans une ligne éditoriale que je trouve vraiment très, très sympa. Donc, on avait ce modèle-là. Le Covid arrive. TikTok s'impose clairement pendant le Covid. Et là, on ressent qu'il n'y a plus du tout de place pour nous, que ça va être excessivement compliqué. On est un peu short cash et on se dit, moi notamment, est-ce que je continue à financer ou j'imagine autre chose ? Et là, on revient sur l'idée que le jeu d'argent, ça peut être intéressant, mais c'est excessivement compliqué en France. Il y a des autorités, on ne le sent pas, on n'y connaît rien. Et par contre, en regardant le marché, on voit qu'il y a des offres qui existent à l'étranger, qui ne sont pas très, très clean, autour de la crypto. Et où on peut faire des paris sur un peu tout et n'importe quoi. On imagine donc alors une offre en crypto avec un token, une monnaie virtuelle qui s'appellerait le Yuan, mais de le faire très légalement. Et donc, ça veut dire qu'on lance notre propre crypto. On fait ce qui s'appelle une ICO. Une ICO, c'est comme une entrée en bourse dans le marché des crypto-monnaies. On fait un appel au marché pour qu'ils achètent notre monnaie avec une espérance de gain future. Et là, notre projet étant tellement séduisant, on lève 4 millions d'euros. Et donc, on se dit, bon, bah, maintenant, d'ailleurs, c'est non dilutif. Donc ça, c'est assez extraordinaire. On va pouvoir en faire ce qu'on veut avec, par contre, l'idée qu'évidemment, il faut que les gens qui nous ont acheté notre Yuan, ils soient valorisés à l'avenir pour qu'ils puissent s'y retrouver. Donc, on se dit, très bien, maintenant, on va lancer, comme on l'a dit, et on va aller chercher une licence à l'étranger qui nous permet de se lancer dans des pays qui seront plus accueillants que la France et on pourra jouer en crypto. On travaille pendant 2 ans sur le sujet de l'île de Man, qui est à la fois un paradis, mais en même temps qui est hyper dur, justement parce qu'ils ont une très très bonne réputation à l'étranger, donc pour obtenir une licence qui nous permettrait d'aller dans certains pays. Ça ne permet pas du tout d'aller dans tous les pays. On vise le Canada notamment avec des études par des cabinets d'avocats américains, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on a droit, etc. Et en parallèle, comme on avait de l'argent, on se dit on va quand même tenter la France. On recrute en externe les personnes qui peuvent nous accompagner. On se lance sur le dossier excessivement compliqué de l'autorité parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'un agrément de l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui s'appelait Argel avant, en fait, c'est l'équivalent d'un agrément de banque ou d'assurance. Donc, il y en a très peu. Aujourd'hui, il y en a une dizaine en tout. Il n'y en a quasiment jamais qui sont donnés en France et il n'y en a jamais eu qui a été donné à une start-up. Enfin, donné, c'est un grand mot, c'est pas que ça s'achète, mais il y a tellement à faire, on pourra en reparler, que c'est excessivement compliqué. Donc, on se lance quand même là-dessus. Et il y a près d'1 an, on a notre licence pour Lindemann, donc après 2 ans de boulot. Et en parallèle, on a des difficultés avec l'autorité française. On ne se comprend pas sur certaines choses qui semblent évidentes, mais qui sont d'une technicité vraiment très, très pointue. On pourra en reparler aussi, si tu veux, et qui nous fait être en bas de la montagne. Et là, on se dit, on a dépensé déjà plus d'1 million, on a passé 1 an et demi, mais on n'arrive pas. On ne voit pas comment faire. Et on réussit
à avoir un rendez-vous avec la présidente de l'autorité, qui est l'équivalent d'un ministre. Hein. C'est vraiment très, très important. C'était d'ailleurs Isabelle Falque-Pierrotin, c'était la présidente de la CNIL avant. Enfin, voilà, c'est un très, très haut poste. On réussit, grâce à la personne qui s'occupe chez nous de tout ce qui est légal et qui était le numéro 2 du PMU, secrétaire général du PMU. Donc, c'est lui qui nous assiste dans toutes ces démarches. On réussit à avoir le rendez-vous. Et là, on lui explique tous nos états d'âme et que, en voulant être un jeu récréatif qui pourrait changer la donne et donner une très bonne image au marché, on ne comprend pas pourquoi on a l'impression qu'il y a comme des bâtons dans les roues qui nous sont mis, peut-être très légitimes pour préserver le marché et faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre, et c'est tout à leur honneur, mais nous, on ne le comprenait quand même pas. Et là, elle me dit, en ces termes, écoutez, si vous faites tout ce qu'il faut pour le dossier, et on pourra en reparler, encore une fois, c'est très très lourd, raconter, ouais. Je ferai en sorte qu'il soit examiné. Moi, je n'ai qu'un rôle de votant parmi les 15 du collège, mais par contre, il sera examiné. Faites votre job et faites-moi confiance, vous irez jusqu'au bout et puis après on verra c'est un yes ou c'est un no. Et ça m'a redonné du peps, mais vraiment on était tout en bas à ce moment-là. Et là j'ai dit à mes équipes, on y va, on fonce et on va faire ce qu'il faut et on va l'avoir. Et donc, on est reparti sur 8 mois supplémentaires pour passer devant le collège, normalement, fin juin. Et il y a encore eu des énormes difficultés avec l'autorité envers nous en juin, qui fait qu'on n'a pas pu être présenté au collège de décision de juin. Et donc, on n'a pas pu opérer pour les JO, ce qui n'est pas très, très grave, mais on s'était préparé pour. Et on est passé finalement au collège du 11 juillet de décision. Et ils ont voté oui à l'unanimité, mais avec des réserves, comme quoi ils allaient vraiment faire très attention à qui on est, ce qu'on fait, etc. C'est très inspirant cette histoire parce que on voit, malgré l'expérience entrepreneuriale, malgré tu vois, tous tes succès, bah que même au bout de la xème aventure entrepreneuriale, bah il y a toujours des défis et c'est jamais, enfin rien n'est gagné et qu'il existe toujours, tu as des nouvelles choses à créer et notamment on peut se tromper quoi. Vos premiers positionnements n'étaient pas forcément les bons et tu le dis et tu le reconnais et tu saisis les nouvelles opportunités qui arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet agrément? Dans les grandes lignes, peut-être. On va pas être trop technique parce que sinon les auditeurs et les auditrices on va les perdre, mais à quel point c'est dur pour qu'on comprenne? Alors, il y a le dossier et il y a la suite du dossier. Une fois qu'on a l'agrément, je vais pouvoir te montrer si tu veux quelque chose. Le dossier, il y a à peu près une centaine de documents à construire qui représentent plus de 1500 pages. Mais à construire, qui sont tous très pointus. Alors, ça peut être 10 pages sur l'organisation de vos bureaux et de l'infrastructure informatique, où sont placées les caméras, comment vont être accueillis les gens du public. Et tout ça, il faut l'imaginer pour répondre à leurs critères, puisque sur chacun des sujets, ils ont des critères. Sur la partie technique, ils exigent qu'on soit en lien donc permanent et donc en termes d'architecture avec leur service. Donc il y a un coffre-fort électronique qui a été mis en place, ils ont 100% de nos données, chaque pari est codifié, donc par exemple tous les opérateurs vont pouvoir mettre Paris va gagner contre Marseille, mais tu pourras pas faire un pari qui ressemble à autre chose. Par exemple, sur le foot, il y a une 50aine de paris que tu peux proposer avec les déclinaisons, mais c'est tout. Et donc, quand tu rentres ton pari sur ta plateforme, il est codifié, ils le reçoivent et ils savent qu'il y a eu 3 plateformes qui ont fait un pari là-dessus. Et une fois que tu as fait tous ces développements, pour eux, tu dois faire auditer ton développement par une société qui est agréée. Il y en a 2 ou 3 en France. L'audit technique coûte 50 000 €. Juste ça, en plus du temps qu'il faut pour accompagner l'audit, parce que chez toi aussi, ça te coûte cher. Et tant que tu fais ça, tu n'as toujours pas ton agrément. C'est pour avoir le droit de déposer ton dossier. Tu dois montrer que tu as eu ton certificat, que ton service a été audité. Ça va être sur les services, par exemple, sur les sujets d'addiction. Qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre le jeu addictif? 25 pages de process, comment on ressent les choses, quels sont les mails qu'on va envoyer, les push, quel va être le message, quels vont être les affichages exactement, quelle formation on va faire, on doit tous se former. Donc voilà, on s'est formé pendant 2 jours, toute l'équipe s'est formée aux jeux addictifs. Et pour te dire, là, j'ai reçu un mail, je ne sais pas si on va le voir là, mais c'était demande de mise en conformité des communications numériques. Donc, comme on allait se lancer,
on voulait commencer à chauffer nos réseaux. On savait qu'il y avait des prérequis et on n'a pas fait attention à un tout petit détail. Et donc là, je reçois ce mail, je ne sais pas si on voit. Vas-y, montre-le un petit peu à la caméra. Ouais. Sinon, voilà, c'était juste pour dire... l'ANJ, je vais le lire, a constaté que vos publications, alors qu'on n'est pas encore lancé, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à regarder nos réseaux sociaux alors qu'on n'est pas encore lancé, que vos communications diffusées sur vos comptes Instagram, X, Facebook affichent un message de mise en garde, le MMG, non conforme au texte en vigueur. Voici 2 exemples de publications avec un MMG de 7%. Donc ça, c'est notre image. Les 7%, c'est la partie jaune, vous ne devez pas jouer, moins de 18 ans, etc. En effet, les communications doivent afficher un MMG de 15%. Vous trouverez ci-dessous les 2 arrêtés relatifs au MMG. Et là, on se retrouve avec un texte de loi qui était passé donc par décret, qu'on est supposé connaître et qu'on connaissait d'ailleurs, mais il y avait sans doute 1 ou 2 petits détails qu'on avait oubliés. Et donc, pour tout ce que l'on fait, on est soumis à des textes de loi qui fait qu'il faut absolument tout processer. Ça a été le cas dans l'élaboration du dossier, mais c'est également le cas maintenant dans nos opérations de jeu. Il faut tout processer, automatiser, reporter. Et c'est très bien quelque part parce que ça va éviter tous les débordements et ça nous fait grandir. Mais on prend conscience qu'on est vraiment à cet équivalent de statut bancaire, qu'on doit être dans les clous, on le sera, et qu'il y a une barrière à l'entrée énorme. Et on comprend mieux maintenant qu'on y est arrivé, pas encore le succès sur le marché, mais qu'on a eu notre agrément, pourquoi personne n'a été au bout, à part nous. Fallait être fou pour le faire. Donc, tu as dit quel est le génie en toi, tu peux dire quelle est la folie, si tu veux, en toi. À mon avis, il y en a beaucoup. Ça a pris combien de temps au final, en tout près de 3 ans. Waouh, félicitations. Franchement, bravo à toi et à toute l'équipe, parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail, c'est long, savoir être patient, c'est vraiment une qualité. Et ouais, ça demande de la résilience, quoi. Il y a beaucoup d'essais, de tentatives qui ont dû être négatives. Alors, c'est complètement vrai parce que, je te coupe une seconde, parce que j'ai des copains, des amis personnels qui me disent, c'est incroyable, on te voit, tu nous racontes ces histoires pendant les dîners, et puis on rigolait derrière toi. Maintenant, on est surtout fiers de toi. Ça fait toujours vachement plaisir de l'entendre. Et j'ai aussi des investisseurs, parce qu'on vient de faire une levée de fonds qui était principalement communautaire. On adore faire rentrer les gens qui nous suivent depuis des années. Et on fait des levées de fonds qui sont vraiment super pour nous aider au décollage. Et j'en ai eu quelques-uns qui sont rentrés, qui me connaissent depuis 3 ans, qui avaient réfléchi, qui avaient hésité et qui ne sont pas rentrés à l'époque et qui aujourd'hui sont rentrés pour des montants parfois conséquents. Et tous m'ont dit, écoute, si je rentre, c'est non pas parce que je pense que ça va exploser, il y a des chances, mais parce que je comprends même pas comment tu as fait pour tenir. Si tu as réussi à tenir et que tu es arrivé au bout de ce que tu m'as raconté il y a 3 ans, j'ai envie de croire à ce que tu me racontes de ce qui va se passer dans 3 ans. Et ça fait plaisir parce que c'est une énorme source de motivation pour moi et pour mes équipes, parce que je retransmets ces messages. Et d'ailleurs, pour notre communauté, on a fait un site qui s'appelle Qui veut être notre associé. Ouais, et donc les gens, c'est pas qui veut commenter les JO, c'est qui veut être notre associé cette fois-ci. Ah pardon, oui. Ouais. Et donc les gens mettaient qu'est-ce qu'ils voulaient investir chez nous et on leur demandait quelle était leur motivation. Et c'est super intéressant pour nous parce que t'en as qui disent moi je peux vous aider sur ce domaine et s'ils sont associés, on sait que forcément, ça va être de la valeur ajoutée pour nous. Et t'en as d'autres qui te disent, je vous ai vu il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, quand vous êtes planté sur ce sujet-là, j'y croyais pas, mais vous avez remonté la pente, donc j'y vais. Et voilà, c'est génial. On a eu 80 personnes qui sont rentrées là pour près de 1 million. On aurait pu lever 5 millions. On avait plus de 2 millions d'intentions, peu importe le montant. Il fallait pas qu'on lève trop parce qu'on voulait pas trop se diluer, d'autant qu'on leur a fait un petit cadeau sur la valorisation. Par contre, le fait de voir qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent et qui toutes nous écrivent un message d'encouragement, qui toutes vont avoir envie d'inviter 10, 20, 50 personnes pour rejoindre le service, c'est autant de coûts d'acquisition client qu'on payera pas aussi. Et donc, c'est toute une dynamique qui se met en place et dans laquelle on croit énormément. Et c'est la phase de lancement dont tu parlais tout à l'heure qui m'excite énormément. Et d'ailleurs, là, on va même fêter ce lancement. On va faire le lancement, c'est assez original, mais parce qu'on aura tellement préparé en amont qu'on pense qu'il y a 0 problème. On a fait des tests de production, etc. On va le faire depuis Marrakech, où je fais enfin un petit séminaire, parce que ça fait 3 ans qu'ils sont sur le charbon, et je leur avais promis que je les ferais rêver pendant 4 jours, même si ça va être moitié boulot et moitié plaisir, pour fêter cette réussite. C'est vraiment
vraiment un asset que tout le monde a mérité d'avoir chez nous. Ouais, mais exactement. Et puis, j'en profite pour passer le bonjour à Benjamin, avec qui je discute depuis 6 mois, et je vois que c'est beaucoup de travail, et qu'il n'a pas fait semblant. Donc, félicitations à vous et à toute l'équipe. C'est quoi du coup le positionnement différenciant aujourd'hui d'Yes or No? Qu'est-ce que vous faites différent des acteurs du pari classique, moi que je vois, où c'est toujours pari plus 100 € offerts et tout? Qu'est-ce que vous faites différemment, concrètement? Alors, si je devais le résumer, ça va être quelques mots. Déjà, on va parler de paris récréatifs. Pour nous, on veut que ça rentre dans le loisir et donc que ce soit finalement une nouvelle catégorie. En marketing, on parle de ça. Ce genre de terme est devenu assez populaire, notamment quand Apple a sorti son iPod et c'était une nouvelle catégorie. Tu passais du DVD à l'iPod. Donc, on veut créer une nouvelle catégorie. On pense que, on est convaincu, je t'en parlais sur le début de l'histoire, que les gens aiment parier entre amis. T'en as beaucoup qui jouent sur les plateformes, mais à ce moment-là, ils jouent contre les opérateurs. Et chez nous, ça va pas être ça, puisqu'en fait, ça va être du pari, ce qu'on appelle mutuel. Donc, tout le monde va jouer dans un pot commun sur un pari. Et à la fin du pari, donc il n'y a même pas de cote qui se présente. La cote, elle se calcule finalement au fur et à mesure, mais on ne la présente pas. On veut juste que les gens s'amusent, et je vais t'expliquer pourquoi ils s'amusent. Et à la fin du pari, donc, on sait qui a gagné. Quelle est la réponse, yes ou no. Et à partir de là, on prend les mises des perdants et on dispatche aux gagnants en payant les taxes qu'on doit payer à l'État et en prenant une petite commission en tant qu'opérateur. Quand tu es finalement sur un opérateur de paris traditionnel, tu joues contre l'opérateur. Contre le bookmaker. Contre le bookmaker. Et lui, il est là pour faire des cotes. Pour quelle raison? Qui l'avantage? Qui l'avantage et pour gagner de l'argent. Toi, tu crois toujours que tu peux gagner, mais on le sait, au casino, c'est le casino qui gagne toujours. Donc, tu as une espérance de gain qui, parfois, te rend addict, etc. Et c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc, nous, on veut faire du jeu récréatif. On a entendu la présidente parler dans une interview il y a pas longtemps. Elle parlait des résultats des JO et elle parlait justement de paris récréatifs. On en a parlé un petit peu avant elle. Mais c'est vraiment ça notre idée. Que ce soit finalement un peu le ticket à gratter, quand tu vas pour le coup au casino, que tu es devant les machines à sous, tu mets ton argent, tu dis j'ai 10 €, je les mets et puis je vais voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de femmes aussi qui font ça parce que c'est un plaisir d'entendre le petit bruit et tout ça. Donc c'est vraiment du loisir et c'est à l'opposé. Donc ce qui se passe par ailleurs. Donc tout va être à l'opposé chez nous. Notre communication externe, l'application va être très différente. Tu prends une application traditionnel, je ne sais pas si tu as déjà été dessus ou si tu vois à quoi ça ressemble. C'est une grille Excel avec plein de chiffres. Bah tiens, j'allais te dire exactement, c'est un tableau Excel où tu as d'un côté une équipe, de l'autre côté une cote, et puis tu joues et puis tu as les 10 les uns à la suite des autres. Ça peut plaire, il n'y a pas de problème. Il y a 4 millions de joueurs quand même en France, donc 400 000 qui sont sous le coup de l'addiction, 10%. Il faut savoir aussi que le plus gros du marché, c'est 18-35 ans et la moyenne d'âge est à 28 ans. Donc, c'est des personnes qui sont assez sensibles là-dessus et c'est pour ça qu'on veut... Merci d'en parler. C'est important de dire des chiffres et d'être concret, factuel sur ça. Enfin, en tout cas... D'autant que le marché augmente encore. Si tu veux juste 2-3 chiffres et puis je vais enchaîner sur ce que je te disais. À Tokyo, au JO, il y avait 100 millions qui étaient joués parce que les JO, c'est traditionnellement un petit peu moins joué que les championnats, etc. Bon, pour diverses raisons, c'est trop ponctuel, c'est pas la même clientèle. À Paris, il y a eu plus de 400 millions. Donc, ça a fait x4. Et Tokyo, c'était déjà un record. Donc là, on a explosé les records et c'est ce qui fait qu'ils ont dû prendre plein de mesures pour s'assurer qu'il n'y avait pas aussi de fraude, etc. Donc, ce que l'on va faire chez nous, pour que ce soit hyper fun, en fait, on a repris tous les codes de la nouvelle génération. Tout ce qui plaît, c'est du Instagram, c'est du TikTok, c'est du swipe avec Tinder. Quand Tinder a révolutionné la rencontre, c'est plus... moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je vois très bien, c'était plus un outil social qu'un outil de rencontre, finalement. Tu n'allais pas sur Tinder comme tu allais sur Mythic ou dans une agence patrimoniale. Tu y allais pour le fun. Et on a envie de faire ça. Donc, on a repris tous ces codes. On a inventé Yes or No pour qu'il n'y ait que 2 choix. Donc, pas de réflexion. Simple, tu fais yes, tu fais no, tu swipes. C'est tout et tu dois miser. Ta mise, elle est de 2 à 20 € maximum et tu ne peux pas dépenser plus de 500 € par semaine. Ça peut te sembler beaucoup. C'est beaucoup, mais on limite par pari. On fait en sorte que tu puisses toi aussi te limiter. Tu mets tes limitations de jeu. On t'envoie des rappels si on te voit jouer trop souvent. Mais surtout, chez les autres opérateurs, il n'y a aucune limite. Donc, tu peux jouer 1 000, 3 000, 10 000 €. Ils te feront un rappel à l'ordre ou pas. Toujours dit que tu n'as
aucune limite. Et on a voulu que dans notre ADN, il y ait cette limite et qu'on puisse l'afficher partout, au-delà des moins de 18 ans qui sont interdits, etc. Donc ça, c'est important. Et ensuite, le côté fun, il a plusieurs niveaux sur l'appli, c'est que les paris vont être présentés en vidéo. Donc ça va être exactement la même chose, les mêmes paris. Le PSG va battre l'OM 2-0, mais ça va être un créateur de contenu ou une célébrité qui va présenter le pari pour qu'il y ait une relation humaine avec le joueur et qui va dire, voilà, le PSG, ils ont gagné les 5 premières journées du championnat. Par contre, quand Marseille joue contre Paris, c'est plus Marseille. C'est des monstres. Et là, ils n'ont qu'une envie, c'est de les battre. Je vous propose le pari que Marseille gagne contre Paris. Donc le pari, c'est Marseille gagne contre Paris. Ça va être le même que tu vas retrouver chez Winamax, Betclic, Française des Jeux. Mais il y aura eu une mise en contexte avant. Et ça, on y croit énormément. On est les seuls au monde à faire ça. Donc c'est là le côté un peu disruptif. Tu m'en parlais tout à l'heure, comment on se positionne différemment. Et ensuite, quand tu joues, tu as des classements également, parce que tu as eu un taux de réponse qui est de gain, pardon, de bonnes réponses, excuse-moi, de bonnes réponses qui est meilleur que les autres. Tu vas monter dans le classement parce que tu as invité des copains, etc. On va offrir des cadeaux tous les mois sur le classement général. On va en offrir sur les classements thématiques par chaîne. Tu vas pouvoir voir qu'est-ce que tes copains ont parié aussi pour éventuellement faire la même chose. Il y a des commentaires directement sur les paris. Tu vas pouvoir chatter un petit peu avec tout le monde. Donc voilà, ça va être, on vise la coolitude. Les créateurs de contenu vont eux-mêmes communiquer sur leur réseau pour annoncer qu'ils sont en partenariat avec nous. Ces créateurs de contenu, ils vont avoir un certificat qui sera délivré par une autorité officielle. Et ça aussi, l'État est en train de le mettre en place. Je ne sais pas si tu en as entendu parler sur le sujet de l'influence. Donc ça n'est pas obligatoire. La loi n'est pas passée, mais nous, à partir du 1er décembre, on va l'imposer à nos créateurs de contenu. On va leur offrir cette formation pour qu'ils puissent afficher qu'ils sont officiellement reconnus comme un influenceur de confiance, un créateur de confiance. Et on trouve ça génial parce qu'on va nous-mêmes influencer ce monde de l'influence et on va avoir avec nous que des gens super sérieux qui vont faire attention aux messages et qui vont parler d'un jeu, d'un loisir où leur communauté va pouvoir les rejoindre. Ok. Et vous allez faire que du pari sport ou est-ce que vous allez faire du pari sur d'autres thématiques, tu vois, je sais pas, sur des élections, sur je sais pas, enfin tout sur quoi on peut parier. Alors ça, c'est le rêve de tout le monde. C'était mon rêve de départ. En France, pour l'instant, tu n'as pas le droit de faire autre chose que du pari sportif sur certains sports et certaines questions uniquement. Ce que je disais il y a quelques minutes. Par contre, pour faire d'autres types de paris, on ira à l'étranger. On vise déjà un deuxième pays en 2025, sans doute un très gros pays de paris, où on pourra jouer, et ce sera donc une filiale à l'étranger, on pourra jouer sur d'autres types de paris, et peut-être dans d'autres monnaies, peut-être également en crypto-monnaie. Mais en France, on est contraint. Il y a une muraille de Chine entre ça et ce qu'on pourrait faire ailleurs. C'est du pari en euros, au-dessus de 18 ans, et seulement sur du sport et certains sports. Ok. Pourquoi tu penses que, tu vois, voilà, j'en parlais un peu avec mes copains, j'avais un dîner, je leur dis, ouais, écoutez, je vais rencontrer Gilles, l'application, qu'est-ce que vous en pensez? On regarde, on va sur le site, on bidouille et tout. Et tu sais, il y a toujours un sceptique dans le groupe de copains, tu vois. Il y a toujours un qui te dit, oui, moi, les sites de paris, enfin là, en tout cas, c'était sur les sites de paris. Il avait une mauvaise image, en fait. En parlant avec lui, je me rends compte qu'il a beaucoup d'a priori. Pourquoi tu penses que les gens, ils ont une si mauvaise image en France, tu vois, des sites de paris? Alors, je vais pas trop les dénigrer parce que y a quand même 4 millions de joueurs. Bien sûr. Donc, bien sûr. c'est comme en politique. Mais pour tous ceux qui jouent pas, tu vois, il y a un espèce de... Je pense que ceux qui jouent pas aimeraient jouer. La plupart, parce que nous, on a fait des sondages, tu as plus de 50% des Français, on en avait fait un il y a 3-4 ans, qui ont envie de parier, mais autrement. Donc, pour s'amuser ou des toutes petites sommes. Donc, c'est cette cible, en fait, qu'on vise. Je pense qu'on peut toucher peut-être de 10 à 25% du marché des clients actuels, des opérateurs qui auront envie de voir autre chose parce qu'ils ne sont peut-être pas très à l'aise avec les plateformes où ils sont inscrits. T'en as d'autres qui ne veulent être que sur des plateformes traditionnelles parce qu'ils visent l'argent et ils n'ont pas encore compris qu'il y a quand même peu de chances qu'ils gagnent. Faut savoir que dans les chiffres, tu me demandais des chiffres, 34% du chiffre d'affaires des opérateurs de jeux viennent des joueurs qui sont addicts.
34%. C'est quand même énorme. Ouais, Donc, nous, on vise pas cela. C'est pas cela du tout qui nous intéresse, c'est les autres, plus le reste de la population. Donc, des femmes, les cadres dynamiques qui ont jamais voulu s'inscrire parce que ils trouvent ça un petit peu brutal, un peu vulgaire, un peu masculin, les sites internet, qui veulent une ambiance beaucoup plus cool et rassurante et se sentir dans un environnement de loisirs. Et c'est tout cet environnement qu'on a véritablement envie de construire. Je ne sais pas si tu as vu notre charte graphique, elle est très colorée, très fun, très jeu, très différente en tout cas. Et quand tu arrives chez nous, tu peux pas te dire ils sont là pour me prendre mon argent parce que c'est pas ça la réalité, mais ils sont là pour m'amuser. Donc on pourrait être comparé à une sorte de Candy Crush quand c'était à la mode, tu sais, t'allais dessus, t'achetais un truc à 2 € pour avancer plus vite, et puis c'est tout, et puis tu jouais à ça dans le métro, et t'allais à ton boulot, et t'étais content. Et d'ailleurs, dans notre campagne de com, au-delà des messages assez sympas qu'on va passer, il y a notre baseline, ça va être à 2 € d'une bonne journée. Mais juste 2 €. Tu vois, tu joues une fois. Si tu gagnes, t'es content. Si tu gagnes pas, tu t'es amusé. T'as vu un créateur de contenu qui te faisait marrer. Et puis voilà, quoi. Tu l'oublies. C'est comme si t'avais pris un café. Et si tu prends pas ton café aujourd'hui, tu seras en meilleure santé. Donc c'est pas grave. et ouais, puis moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux jouer aussi avec les copains. Tu vois, je trouve que ça, il y a une petite dimension, où c'est simple, quoi. Ça fait le pile ou face que tu fais avec tes potes, ou le petit défi cap ou pas cap, quoi. Je trouve que ça rajoute un petit côté humain, tu vois, qui est pas uniquement du pari. Est-ce que tu sais, vous allez calculer la cote là qui est différemment. Vous allez attendre que les gens jouent, voir en fonction du pourcentage de oui et de non pour que ça définisse la cote après coup, ce que je trouve hyper malin, hyper intéressant. Comment ils font les autres Moi, ça me semble hyper nébuleux. C'est quoi? C'est des experts, c'est des statistiques qui prennent tous les matchs. Comment ils font? Tu sais un petit peu, vous avez dû vous pencher un peu là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je voulais faire quelque chose de simple. Donc, la décision était prise dès le départ. La question ne s'est même jamais posée chez moi. Et si tu me demandais quel était un petit peu le fil conducteur de ma vie, de ma carrière, et comment il évolue de plus en plus, c'est toujours plus de simplicité et prendre les raccourcis les meilleurs. Dès qu'il y a de la complexité, c'est tout de suite plus difficile. Et là, c'est un cas très, très précis, puisque tu prends n'importe quel gros opérateur, il va avoir des dizaines de personnes chez lui qui sont dédiées en fait à ça, à analyser les codes du marché pour les statistiques, que font les autres. Il y a des outils pour ça, pour proposer parfois une cote un petit peu meilleure, et ils vont être des dizaines. Et donc, à la fois, ça complexifie, d'après nous, l'interface, mais ça représente des coûts très importants, et c'est pour ça que nous, on va permettre aux gens de gagner vraiment, puisque l'argent est distribué principalement entre eux, parce qu'on a également moins de coûts. Donc, on se comporte comme n'importe quelle plateforme d'intermédiation où on va prendre un Airbnb ou autre, il va prendre 15% de la marge. Et pour être très transparent, on espère prendre à peu près entre 1 et 4% des mises totales. Mais ça dépendra de ce qui va se passer. Et au niveau des paris, pour faire en sorte que ce soit presque un peu un jeu de hasard, plus qu'un jeu de paris, on va essayer de faire en sorte que les paris soient très équilibrés. Je te parlais tout à l'heure de Marseille, le PSG Marseille. Il peut se passer quelque chose dans un sens ou dans l'autre, c'est du 50-50. Donc il y a quand même des grandes chances que la cote soit assez équilibrée et que tu y gagnes. Mais nous, comme tu l'as dit, elle se calcule dynamiquement. La cote, si tu as 4 joueurs, il y en a 3 qui ont joué yes et 1 qui a joué no, ça va être une sorte de cote de 3 contre 1. Et si c'est celui qui a joué no qui gagne, et il gagne 3 alors qu'il a joué 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça nous semble beaucoup plus efficace. Et au moins, ça évite aux joueurs de se prendre la tête là-dessus et de trop réfléchir, et qu'ils viennent juste pour passer un bon moment chez nous. Ouais. J'ai demandé un petit peu, tu vois, toujours avec mes copains, quels étaient un peu les a priori ou les questions sur les sites de paris. Et il y a une question qui est revenue très souvent, tu vois, mes copains qui étaient tous curieux, ils voulaient savoir. Là, je sais qu'ils vont écouter. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fraudent? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent? Moi, tu vois, j'ai joué un peu. Je joue pour jouer, ça met un peu de piquant à ma soirée, il y a un match, ça m'intéresse, je vais mettre vraiment des toutes petites sommes.
Mais tout le monde là autour de la table pensait que on entend des fois des scandales dans d'autres pays, tu vois, avec des gens qui trichent et tout. Comment tu fais pour t'en prémunir, tu vois? Et est-ce que c'est vrai ça qu'il y a beaucoup de gens il y a plus de gens qui fraudent sur les sites de paris qu'ailleurs en fait? Ouais, il y a de la fraude effectivement qui existe. Il y a une lutte anti-fraude très forte. Alors dans notre dossier, on nous a demandé de faire pas mal de choses aussi. Pour les JO, la présidente l'expliquait bien, il y a eu des gros dispositifs qui ont été mis en place, plus d'une cinquantaine de personnes qui analysaient les paris qui étaient passés sur une centaine d'événements pendant les JO qui étaient susceptibles d'aller vers de la fraude. Et ce qu'elle expliquait était intéressant parce qu'il y a à la fois des organismes publics et les opérateurs qui se sont mis ensemble pour identifier ces fraudes-là, comme il peut y avoir aussi parfois dans le tennis, on entend parler un peu dans les médias. Donc, il faut faire très attention. Mais là aussi, on a voulu s'écarter de ce sujet parce que dans la mesure où chez nous, tu ne peux jouer que de 2 à 20 euros, en fait, tu peux pas gagner grand-chose. Une cote, elle peut être à 2, 3, 5 éventuellement. Mais pour quel gain frauder, c'est pas facile. Et comment faire en général, c'est quand tu as des multi-comptes, ce genre de choses. Alors nous, on fait très attention, les autres aussi, d'ailleurs. On accepte une carte bleue que sur un compte. Une carte d'identité, c'est seulement sur un compte aussi. Sur les autres sites, tu peux avoir plusieurs cartes d'identité avec plusieurs cartes bleues et tout? Pas vraiment, mais tu peux avoir plusieurs cartes bleues, en tout cas, parfois. Sur les autres sites, la plupart, tu peux jouer plusieurs fois sur un même pari. Donc, nous, on ne pourra jouer qu'une seule fois. Donc, on peut imaginer un système de martingale sur d'autres sites où tu as 25 personnes qui jouent no, et puis tu en as 350 qui jouent oui, et puis après, ils payent le sportif. Nous, c'est pas possible, tu peux jouer qu'une fois, donc il faudrait que tu montes toute une communauté, c'est un peu compliqué, et ensuite on a toutes les stats, mais là c'est comme tout le monde, où on détecte les paris atypiques, là où ça n'aurait pas de sens, il faut qu'on les détecte, mais où on a une facilité chez nous, dans notre opérationnel, c'est que là où les autres plateformes vont proposer des dizaines ou des centaines de paris tous les jours, nous on s'est fixé d'en proposer une quinzaine au total. Donc il va y avoir des cagnottes plus élevées, parce qu'il y a moins de paris. Ils vont tous être très sympas. Il y aura un rendez-vous quotidien à 18h, comme ça tu peux aller voir. Et puis après, tu verras ceux des jours précédents qui dureront plusieurs jours aussi. Mais c'est nous qui éditorialisons les paris. On a un comité éditorial, ce qui fait qu'il y a une personne qui les propose avec l'aide des experts créateurs de contenu avec qui on travaille. Elle propose les paris après à ce comité de 3 personnes. On le fait toutes les semaines. Et dès lors qu'on est d'accord, on est 3 à dire oui, ça ressemble à du 50-50. Et à partir du moment où ça ressemble à du 50-50, on le publie, on fait faire la vidéo par les créateurs, on le publie, et il n'y a plus aucun risque par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que le résultat, il peut être dans un sens ou dans l'autre. Et à part Marseille en 1993, quand ils ont tenté de truquer un match, aujourd'hui, au plus haut niveau, et ce que nous, on va proposer comme pari, un PSG Marseille, on ne peut pas imaginer que le match est truqué. C'est pas possible aujourd'hui. Donc, c'est ce genre d'affiche qu'on va proposer. Mais le fait qu'on prenne des paris que les autres ne vont pas forcément proposer, quand bien même tout le monde peut proposer les mêmes, mais on va choisir les paris les plus originaux. Dans la liste des paris qui nous sont imposés, on va proposer les plus originaux. Tu vas sur une plateforme quelconque, tu vas avoir 25 paris sur PSG-OM, nous on va en proposer 1 ou 2. Donc forcément ils seront originaux. En plus ils seront proposés par des créateurs de contenu en vidéo. Donc tout ça fait qu'avec la cote à peu près 50-50, on n'est pas concerné par ce sujet. Donc je peux t'en parler un petit peu comme je viens de le faire techniquement, mais par contre on est en dehors de ce spectre, à la limite près qu'on a mis en place des process parce qu'on est obligé de le faire, mais on est convaincu qu'on ne sera pas du tout concerné par ça. Ok. Dernière petite question sur le sujet. C'était, tu vois, alors moi je viens du monde du tennis, toi aussi, t'en as forcément entendu parler. Il y a eu quelques joueurs qui ont commencé à parler dans la presse et dans les médias de ce qu'ils vivaient sur les réseaux sociaux, qui est un véritable harcèlement, quoi. C'est entièrement condamnable. Décrire, des gens qui parient sur des matchs de tennis parce que effectivement les joueurs et les joueuses ont des cotes parfois avantageuses.
Le tennis, on sait ce que c'est. On peut être dans un mauvais jour. Il y a tellement de matchs dans l'année. C'est très compliqué. Et puis, des fois, psychologiquement, l'autre peut prendre le dessus. C'est du sport, quoi, tout simplement. Derrière, il y a des actions qui sont vraiment condamnables. Qu'est-ce qui est mis en place, grosso modo, par les sites pour éviter ça? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de sites un peu se dédouanent de ce problème-là, que vivent les athlètes de haut niveau. Moi, tu sais, je suis très proche et je me sens très concerné par les athlètes. Qu'est-ce qui, à part de l'éducation, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des choses un peu qui avancent? Est-ce que toi, tu as ta petite idée? J'imagine que c'est vraiment pas facile, tu vois. Il y a la limite de gain, sûrement, qui doit beaucoup y jouer. J'imagine que si des gens mettent 3 000 € sur un match de tennis, oui, ça, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui peut être mis en place en plus pour éviter ce genre de comportement? Il y a l'addiction, hein, justement, l'appât du gain qui n'est pas réel, puisque, on le disait à plusieurs reprises, on gagne rarement de l'argent sur ces sites-là. Donc, l'autorité veut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de communication, un peu comme pour l'alcool, boire modérément. Là, c'est jouer modérément. D'ailleurs, ils nous ont demandé une autre communication qu'ils nous ont envoyée récemment de revoir, mais pour tout le monde, pour tous les opérateurs, la communication officielle avec le logo moins de 18 un peu plus gros, des couleurs un peu différentes, etc. Donc ça, c'est important. Mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de joueurs addicts, parce que c'est eux qui finalement vont jouer des sommes qu'ils n'ont pas forcément dans leur portefeuille et qui derrière vont s'énerver lorsque ça va pas se passer comme ils le souhaitent. Et il y a plusieurs fautifs, sans doute. Il y a le joueur, il y a la plateforme, mais c'est son business model, donc nous on peut rien dire. La plateforme qui va proposer 300 paris obscurs sur la fameuse joueuse de tennis là dont on a entendu parler récemment, je crois qu'elle est je sais pas combienième, 300e mondiale, donc elle joue un match en Argentine, personne va le regarder. Ce pari, nous on le proposera pas, les autres le proposent tant qu'ils ont la possibilité. Et on ne peut pas les en empêcher. Je ne sais pas pourquoi on les en empêcherait, d'ailleurs, de faire autant de paris qu'ils veulent et sur ce qu'ils veulent, parce que ça respecte quand même la règle. Hein, ça reste un match de tennis, d'un tournoi pour lequel ils ont le droit de le faire. Eh bien, il y aura des gens pour jouer là-dessus, pour penser qu'ils peuvent jouer tout leur salaire, toutes leurs économies, voire des gens pour aller payer la petite joueuse ou je ne sais qui, et qui est ce genre de trafic. Et ça, je ne vois pas bien comment faire, à la limite près, qu'on fait tellement l'opposé que si tout le monde avait fait comme nous, il n'y aurait pas ce problème. Ça ne peut pas arriver. Et moi, je ne voulais vraiment pas être pris dans ces sujets d'addiction, de devoir faire des reportings qu'on va faire, mais de devoir les justifier en disant il y a eu, sur nos 10 000 joueurs, il y a 362 personnes qui ont fait l'objet de surveillance chez nous, parce qu'en fait, qui dit surveillance dit qu'on doit faire des nouveaux reportings derrière. Donc si j'évite au départ l'addiction avec mes 20 € et dans ce mode récréatif, je vais faire les reportings, mais je vais avoir 1 pour 1000 chez moi de personnes à suivre. Et donc, tout ça se décline après dans la structuration de l'entreprise, dans ma structure de coûts et dans le fait que je peux gagner un petit peu moins sur les paris pour que les joueurs gagnent finalement un petit peu plus, mais je m'en sors avec ça. Tout notre modèle est calculé par rapport à ça pour avoir le moins de ressources humaines inutiles et avoir que des personnes qui créent de la valeur chez nous. Ouais, bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions un peu techniques. Je sens que tu es passionné par le sujet et que t'as vraiment, tu le maîtrises sur le bout des doigts. L'interview arrive à sa fin et je voulais du coup te poser des petites questions un peu d'entrepreneuriat. Je voulais savoir comment tu t'organises tes journées. Comment est-ce que tu aimes bien travailler pour que tu te sentes justement le plus productif? Où est-ce que tu vas assumer à 100% ton rôle de CEO d'une société? Moi, je travaille depuis très longtemps de chez moi et donc en remote et je le propose aux autres. C'est pas simple, c'est un vrai challenge. T'as toujours fait ça? Alors toujours non, ça fait 10 ans en fait que je fais ça depuis que je suis sorti de ma résidence.fr en fait. Et ça me plaît beaucoup parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors, comme je suis porteur de mes projets, forcément, j'y accorde beaucoup d'importance. Et quand ça m'arrivait de faire 2 heures de transport par jour en région parisienne, c'est 2 heures de temps perdu, quand bien même on peut passer des coups de fil, mais c'est quand même du temps perdu et de la fatigue. Aujourd'hui, je considère avoir gagné ce temps. J'aime beaucoup travailler le matin, travailler le soir. Quand je suis tranquille, personne me dérange
au niveau professionnel, mes interlocuteurs habituels, je parle pas de mes collaborateurs, mais les autres, ça me permet de me poser, de produire des choses. Et la journée d'être plus efficace, d'aller plus à l'essentiel, en organisant notamment en interne, ce qu'on fait de plus en plus, c'est des réunions thématiques pour éviter les réunions fleuves qui pourraient durer 2 heures. Et on en a fait aussi, et on a bien vu, comme partout, que ça marche difficilement. Donc on essaie de se faire une réunion à peu près toutes les 2 semaines pour parler de tout ce qui se passe, et ensuite que des réunions thématiques qui ne doivent pas durer plus d'1 quart d'heure, où on est 2, 3, 4, et chacun prépare, chacun dit ce qu'il a à dire, et ça part en production derrière. Voilà, c'est un bon moyen, je trouve, de faire. 15 minutes max. Ouais, alors voilà, ça pourrait être plus, mais en tout cas, effectivement, nous on fait ça, c'est surtout la notion de réunion thématique qui m'intéresse, qui fait que la personne qui n'est pas concernée, elle n'est pas là. En fait, et celles qui sont concernées doivent avoir préparé et nous avoir dit qu'elles sont prêtes à traiter le sujet. Si on n'est pas prêt à traiter le sujet dans la semaine qui suit, en fait, on reporte la réunion pour la semaine d'après. Donc, on est toujours en flux tendu comme ça. Et ça, c'est pas mal pour pouvoir suivre une roadmap, pour être dans l'exécution et pour bien se rappeler quels sont nos enjeux, à la fois de construction et de chiffre d'affaires, et pas aller juste vers du rêve qui pourrait être une prochaine levée de fonds ou autre. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai vécu depuis une douzaine d'années sur les levées de fonds, mais je sais ce que c'est de gagner mon argent, de sortir dans la rue pour ça, et je leur rappelle tous les jours que tout centime qu'on a et qu'on a eu des personnes, y compris de notre communauté, il faut qu'on le respecte comme si c'était notre argent, et pour en faire des multiplicateurs, et ça passe par de la mise en place d'organisation, de process précis, d'automatisation. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est moins de 10, alors que à chaque fois qu'on rencontre des gens, ils nous demandent voilà, si on est 30, 50, parce qu'on fait effectivement beaucoup de choses. Mais on a énormément processé. Et là, je pense, si ça pouvait être une de tes questions, que l'expérience, elle peut jouer. Souvent, on dit qu'est-ce que peuvent faire les personnes de 50 ans et autres, qu'on met parfois de côté. Je crois qu'on ne peut pas forcément attendre d'elle. Je suis complètement dans cette situation aujourd'hui qu'elle rentre dans le détail du détail, qu'on peut savoir faire. Moi, je m'accorde quelques tâches à moi que je fais mieux que d'autres au sein de l'entreprise. Et par contre, sur le reste, je veux systématiquement avoir un point de regard, qu'on fasse une réunion stratégique au départ, on échange, il peut y en avoir une deuxième, et après un point de contrôle, de management, pour voir si effectivement c'est prêt. C'est pas un manque de confiance, c'est juste qu'on peut avoir un œil un petit peu différent par rapport à des personnes qui ont moins d'expérience. Tu réajustes. Je réajuste, et je trouve ça très utile. Mais se dire, je ne veux pas recruter quelqu'un de 50 ans parce qu'il n'est pas capable de faire ça, en fait, la personne a raison, il ne faut pas la prendre pour ça. La personne d'une 50aine d'années, il faut la prendre pour faire des micro-tâches qu'elle maîtrise parfaitement et que d'autres ne sauraient pas faire, et pour faire des choses à valeur ajoutée ou pour être un accélérateur. Et c'est ce que vraiment j'essaye de faire pour mon projet et pour tous les projets que je finance, parce que je suis aujourd'hui dans une 50aine, je crois, de petites startups où on me demande souvent des conseils, et je veux être systématiquement un accélérateur, parce que je trouve que c'est intéressant pour éviter tout simplement que les autres fassent les erreurs que j'ai faites, et tout le monde fait des erreurs, encore une fois, moi le premier. Bien sûr. Qu'est-ce qui te séduit justement quand tu vas investir dans un projet? Qu'est-ce que tu vas rechercher Tiens, on va peut-être plus par le profil des fondateurs. C'est quoi les qualités que tu recherches chez une équipe fondatrice? Ça va être à la fois l'originalité du projet, parce que j'ai du mal à me refaire là-dessus, le côté un peu disruptif, mais effectivement les fondateurs. Je me trompe peut-être sur un sujet, je ne sais pas, mais j'ai besoin que ce soit carré. Si c'est pas carré, j'ai beaucoup de mal, parce que je me dis que derrière, ça peut être un peu plus difficile. Et surtout s'ils sont jeunes, je ne parle pas forcément de 20-25 ans, mais même 30 ans, on est encore un petit peu jeune. Et quand on imagine, par exemple, qu'on va sortir un produit pharmaceutique, et qu'il y en a eu 18 qui sont sortis l'année dernière, et vu la révolution que c'est et les chercheurs qu'il y a autour, ça va marcher. Moi, je sais qu'il y a
du legit derrière et que ça va pas mettre 1 an peut-être, ça va mettre 3 ans. Et si je dis ça à la personne qui dit non mais t'inquiète pas parce que moi j'ai lu autour de moi et il sait ce que c'est, et ben je me demande si effectivement le lui autour de lui il est si bon que ça et si lui il a conscience des choses. Et auquel cas on rentre dans un problème potentiel d'exécution et c'est ce qui se passe en ce moment sur plein de startups, on entend forcément parler, qui sont en train de se casser la figure parce qu'elles ont levé de l'argent, parfois beaucoup d'argent il y a 1 an, et en fait elles ont besoin de relever. Et moi je ne comprends pas ce que ça veut dire ça. Quand je lève de l'argent c'est pour faire du chiffre d'affaires. Là j'ai déjà prévu de faire une autre levée. Pourquoi ? Parce qu'on a un coût d'acquisition pour nos utilisateurs. Donc la levée qu'on fait là ne va pas nous permettre d'aller à l'explosion, mais elle va nous permettre de faire la preuve de notre concept et de montrer qu'on a des KPI qui peuvent nous faire exploser. Mais pour exploser, il va falloir mettre un peu de budget marketing. Il va falloir faire du légal à nouveau avant de rentrer dans les autres pays. Et ce sera, je l'espère, la dernière levée qu'on fera, parce qu'après, notre métier, ce sera comme du e-commerce. À chaque fois qu'un pari sera lancé, on gagnera de l'argent. Même si c'est peu, plus il y aura de monde, plus on gagnera quand même d'argent. Donc on n'aura plus besoin de lever d'argent. Et ça, je tiens à le dire aux investisseurs, d'autant qu'on a aussi une offre qu'on va lancer, qui est plus B2B. Alors là, tu as ton propre média, mais quand tu es dans une grande entreprise, tu as les Jeux Olympiques, tout le monde s'amuse à parier, ils font aussi des tableaux Excel, etc. Et on veut leur proposer, en fait, yes or no, sans argent, à leur couleur, et on l'a déjà proposé à un certain nombre d'entreprises qui ont souscrit, on était en test et on a vendu cette offre. Ils ont trouvé ça canon parce que ça dynamise l'entreprise, ça crée du lien social, ils se retrouvent à la cafette pour en parler, on le met à leur couleur et il y a un classement avec des cadeaux et donc ils peuvent faire ça pour des événements sportifs. Et, ils peuvent mettre en place des cadeaux même d'entreprise qui sont liés à leur boîte, ou bien ça peut être pour un événement comme un séminaire pour parier sur, parce que là pour le coup on pourrait parier sur autre chose que sur du sport. Bien sûr. Peut faire ce qu'on veut, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'argent. Donc on peut parier sur ce que va dire le patron et ce qui va dire ça à ce moment-là. Et ça permet de retenir l'attention des collaborateurs aussi pendant une conférence qui pourrait être barbante, ils seraient sur leur téléphone. Cette fois-ci, ils le seraient pour une bonne raison. Donc on a ce genre de modèle économique aussi qu'on va mettre en place à côté du modèle publicitaire et voilà. Comment est-ce que tu progresses ? Ce sera ma dernière question. En faisant des erreurs et en écoutant beaucoup. J'aime beaucoup lire, écouter du LinkedIn, aller à la rencontre, voilà, de personnes comme toi. Je me suis toujours dit, et depuis mes 10 ans, que tout contact est intéressant, mais intéressant humainement d'abord, et puis après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans mes actionnaires, j'ai un ancien champion du monde de hand parce que je l'ai rencontré à une réunion de patrons où il était juste intervenant et il y a eu un fit énorme et il a voulu rentrer dans le projet et voilà, c'est tout. Donc des rencontres, s'intéresser un petit peu à tout, essayer de faire le tri. Il faut faire très attention quand même, parce que notamment sur LinkedIn, il y a plein d'infos qui ne sont pas forcément des infos. Donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à ses propres objectifs. Et à partir de là, on se dit, ça peut un petit peu m'aider. Ou au contraire, il faut que je m'en préoccuperai une autre fois. Et c'est plus de la culture générale, donc je ne ferai pas grand-chose. C'est un petit peu ça, surtout, qui permet de progresser. Donc. Merci beaucoup, Gilles. C'était un super épisode. J'étais content de découvrir ton histoire de long en large. J'avais eu le teaser, forcément avant, et là, j'ai été servi. C'était un vraiment super épisode. Je me suis régalé. Je souhaite longue vie à Yes or No. Ça sort quand ? Tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut le télécharger ? Quels vont être les premiers paris là pour les gens qui sont intéressés et qui veulent essayer maintenant ? Alors là, c'est sorti. Puisque c'est sorti le fin septembre. Et donc, il commence à y avoir de plus en plus de joueurs, de plus en plus de paris différents, originaux, de plus en plus de créateurs de contenu. Et donc, je vous invite tous à y aller sur les stores ou sur Internet, c'est yesorno-jeu, puisque là aussi, on a voulu mettre le mot « jeu » dans notre appellation, en tout cas sur le site Internet, et à inviter tous vos copains, comme tu le disais, pour jouer dessus et puis nous faire des remontées et des critiques, parce que la critique aussi fait avancer. Bien sûr, et si elles sont constructives. Exactement. Merci beaucoup, Gilles, à bientôt. Merci à toi.